Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Shannibal Lecteur. Aujourd'hui, nous entamons la découverte de l'univers de H.P. Lovecraft avec le premier chapitre des Montagnes hallucinées. Accrochez-vous et bonne écoute. Je suis obligé d'intervenir parce que les hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique. Vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Les photographies que j'ai conservées jusqu'ici, à la fois banales et irréelles, témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et frappantes. On doutera néanmoins à cause des dimensions anormales qu'on peut attribuer à un trucage habile. Quant au dessin à la plume, on en rira bien entendu, comme d'évidentes impostures. Cependant, les experts en art devraient remarquer une bizarrerie de technique et chercher à la comprendre. Finalement, il me faut compter sur le jugement et l'influence de quelques sommités du monde scientifique, qui est d'une part assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes informations à leur propre valeur effroyablement convaincante, ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et déroutants au plus haut point, et d'autre part un prestige suffisant pour dissuader le monde de l'exploration dans son ensemble de tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes du délire. Il est regrettable que des gens relativement obscurs comme moi et mes collaborateurs, liés seulement à une petite université, aient si peu de chances de faire impression là où se posent des problèmes par trop étranges ou vivement controversés. Ce qui joue par ailleurs contre nous, c'est que nous ne sommes pas, à proprement parler, spécialistes des domaines principalement concernés. Comme géologue, mon but en dirigeant l'expédition de l'université de Miskatonic était uniquement de me procurer, à grande profondeur, des spécimens de roches et de sols des différentes régions du continent antarctique, grâce aux remarquables forêts conçues par le professeur Frank H. Pabodie de notre département de technologie. Je n'avais aucun désir d'innover dans quelque autre domaine, mais j'espérais que l'emploi de ce dispositif mécanique, en différents points déjà explorés, conduirait à découvrir des substances d'une espèce jusqu'ici demeurée hors d'atteinte par les procédés ordinaires de collecte. Le système de forage de Pabodie, ainsi que nos rapports l'ont déjà appris au public, était absolument exceptionnel. Léger, facile à porter, il combinait le principe du forêt artésien courant et celui de la petite foreuse circulaire de roche, de manière à venir à bout rapidement des strates de dureté variables. Tête d'acier, bras articulés, moteur à essence, derrick en bois pliant, mécanisme de dynamitage, sonde pour le déblai des déchets et tuyauterie par élément pour forage de 5 pouces de large et jusqu'à 1000 pieds de profondeur. Il ne pesait pas plus, tout monté, avec les accessoires nécessaires, que ne pouvaient porter 3 traîneaux à 7 chiens, cela grâce à l'alliage d'aluminium dont étaient faites la plupart des pièces métalliques. 4 gros avions d'ornier spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'impose sur le plateau antarctique et avec des appareils supplémentaires pour le réchauffement du carburant et le démarrage rapide mis au point par Pabodie, pouvaient transporter toute notre expédition depuis une base au bord de la grande barrière de glace jusqu'en divers points choisis à l'intérieur des terres, et de là nous disposerions d'un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir un territoire aussi étendu que le permettait une saison antarctique, ou au-delà si c'était absolument nécessaire, en opérant essentiellement dans les chaînes de montagnes et sur le plateau au sud de la mer de Ross, région plus ou moins explorée par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd, avec de fréquents changements de camp assurés par avion et couvrant des distances assez importantes pour présenter un intérêt géologique. Nous comptions mettre au jour une masse de matière tout à fait sans précédent, spécialement dans les strates précambriennes, dont un champ si étroit de spécimens antarctiques avait jusqu'alors été recueilli. Nous souhaitions aussi nous procurer la plus large variété possible de roches fossilifères supérieures, car l'histoire de la vie primitive de ce royaume de glace et de mort est de la plus haute importance pour la connaissance du passé de la Terre. Ce continent antarctique avait été tempéré et même tropical, avec une végétation luxuriante et une vie animale, dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les manchots de la côte nord sont, comme chacun le sait, les seuls survivants.
et nous espérions élargir cette information en diversité, précision et détail. Si un simple forage révélait des traces fossilifères, nous élargirions l'ouverture à l'explosif afin de recueillir des spécimens de taille suffisante et en bon état. Nos forages, de profondeurs diverses selon les perspectives offertes par le sol ou la roche superficielle, devaient se limiter ou presque aux surfaces découvertes, qui étaient fatalement des pentes ou des arêtes, les basses terres étant recouvertes d'un mille ou deux de glace. Nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller les forages en profondeur sur une masse considérable de glace pure, bien que Pabodie ait élaboré un plan pour enfouir par sondage groupé des électrodes de cuivre et fondre ainsi des zones limitées avec le courant d'une dynamo à essence. Tel est le projet que nous ne pouvions mettre à exécution, sinon à titre expérimental, dans une entreprise comme la nôtre, que la future expédition Starkweather Moon propose de poursuivre, malgré les avertissements que j'ai diffusés depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a pu suivre l'expédition Miskatonic grâce à nos différents communiqués par radio, à l'Arkham Advertiser et à l'Associated Press, ainsi qu'aux récents articles de Pabodie et au mien. Nous étions 4 de l'université. Pabodie, Lake du département de biologie, Atwood pour la physique, également météorologiste, et moi, qui représentais la géologie et assurais le commandement nominal, avec en plus 16 assistants, 7 étudiants diplômés de Miskatonic et 9 habiles mécaniciens. De ces 16 hommes, 12 étaient pilotes qualifiés, tous sauf 2 opérateurs radiocompétents. 8 d'entre eux connaissaient la navigation au compas et au sextant, comme aussi Pabodie, Atwood et moi. En outre, bien sûr, nos 2 bateaux, d'anciens baleiniers de bois renforcés pour affronter les glaces et munis de vapeurs auxiliaires, étaient entièrement équipés. La fondation Nathaniel Derby Pickman, assistée de quelques contributions particulières, finança l'expédition. Nos préparatifs purent ainsi être extrêmement minutieux, malgré l'absence d'une large publicité. Chiens, traîneaux, machines, matériel de campement et pièces détachées de nos 5 avions furent livrés à Boston, où l'on chargea nos bateaux. Nous étions admirablement outillés pour nos objectifs spécifiques, et dans toutes les matières relatives à l'approvisionnement, au régime, au transport et à la construction du camp, nous avions profité de l'excellent exemple de nos récents prédécesseurs, exceptionnellement brillants. Le nombre et la renommée de ces devanciers firent que notre expédition, si importante qu'elle fût, eut peu d'écho dans le grand public. Comme l'annonça la presse, nous embarquâmes au port de Boston le 2 septembre 1930, faisant route sans nous presser le long de la côte et par le canal de Panama. Nous nous arrêtâmes à Samoa, puis à Hobart, en Tasmanie, pour y charger nos derniers approvisionnements. Personne dans notre équipe d'exploration n'étant encore allé jusqu'aux régions polaires, nous comptions beaucoup sur nos capitaines J.P. Douglas, commandant le brick Arkham et assurant la direction du personnel marin, et George Thorfinsen, commandant le 3-mât Miskatonic, tous deux vétérans de la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Tandis que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil descendait de plus en plus bas vers le nord et restait chaque jour de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. Vers le 62e degré de latitude sud, nous vîmes nos premiers icebergs, en forme de plateau aux parois verticales, et juste avant d'atteindre le cercle polaire antarctique, que nous franchîmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies traditionnelles, nous fûmes considérablement gênés par la banquise. J'avais beaucoup souffert de la baisse de la température après notre long passage des tropiques, mais j'essayais de m'endurcir pour les pires rigueurs à venir. À plusieurs reprises, d'étranges phénomènes atmosphériques m'enchantèrent, notamment un mirage d'un éclat saisissant, le premier que j'ai jamais vu, où les lointains icebergs devenaient les remparts de fantastiques châteaux. Nous frayant un chemin à travers les glaces, qui n'étaient heureusement ni trop étendues ni trop denses, nous retrouvâmes la mer libre par 67 degrés de latitude sud et 175 degrés de longitude est. Le matin du 26 octobre, un net aperçu de la Terre surgit au sud, et avant midi, nous éprouvâmes tous un frisson d'excitation au spectacle d'une chaîne montagneuse vaste, haute et enneigée qui se déployait à perte de vue. Nous avions enfin rencontré un avant-poste du grand continent inconnu et son monde occulte de morts glacées. Ces sommets étaient évidemment la chaîne de l'Amirauté, découverte par Ross, et il nous faudrait maintenant contourner le cap Hadar et suivre la côte est de la terre de Victoria jusqu'à notre base, prévue sur le rivage du détroit de McMurdo, au pied du volcan Erebus, par 77 degrés 9 minutes de latitude sud. La dernière partie du voyage fut colorée,
et stimulant pour l'imagination, les hauts pics stériles du mystère se profilant constamment sur l'ouest, alors que les rayons obliques du soleil septentrional de midi, ou ceux, plus bas encore sur l'horizon, du soleil austral de minuit, répandaient leur brume rougeoyante sur la neige blanche, la glace, les ruissellements bleuâtres et les taches noires des flancs granitiques misénaux. Entre les cimes désolées, soufflaient par intermittence les bourrasques furieuses du terrible vent antarctique, dont les modulations évoquaient vaguement parfois le son musical d'une flûte sauvage, à peine sensible, avec des notes d'une tessiture très étendue, et qui, par on ne sait quel rapprochement mnémonique inconscient, me semblait inquiétante et même effroyable obscurément. Quelque chose dans ce décor me rappela les étranges et troublantes peintures asiatiques de Nicolas Roerich et les descriptions plus étranges encore et plus inquiétantes du légendaire plateau maléfique de Ling qui apparaît dans le redoutable Necronomicon d'Abdul Al-Azred, l'arabe fou. Je regrettais assez par la suite de m'être un jour penché sur ce livre abominable à la bibliothèque du collège. Le 7 novembre, ayant momentanément perdu de vue la chaîne de l'Ouest, nous passâmes au large de l'île Franklin, et le lendemain, nous aperçûmes une icône des monts Erebus et Terror sur l'île de Ross, avec au-delà la longue chaîne des montagnes de Paris. De là, s'étendait vers l'est la ligne blanche, basse, de la grande barrière de glace, s'élevant perpendiculairement sur une hauteur de 200 pieds, comme les falaises rocheuses de Québec et marquant la limite de la navigation vers le sud. Dans l'après-midi, nous pénétrâmes dans le détroit de McMurdo, filant au large de la côte sous le mont Erebus fumant. Le pic de Scorie se dressait à 12 700 pieds sur le ciel oriental, comme une estampe japonaise du mont sacré Fujiyama, tandis que plus loin s'élevait le sommet blanc et spectral du mont Terror, volcan de 10 900 pieds, aujourd'hui éteint. Des bouffées de fumée s'échappait parfois de l'Erebus et l'un des assistants diplômés, un brillant jeune homme nommé Danforth, désigna sur la pente neigeuse ce qui semblait de la lave, faisant remarquer que cette montagne, découverte en 1840, avait certainement inspiré l'image de Poe quand il écrivit 7 ans plus tard « Les laves qui sans cesse dévalent leurs flots sulfureux du haut du Yaanek dans les contrées lointaines du pôle, qui grondent en roulant au bas du mont Yaanek au royaume du pôle boréal. » Danforth était un grand lecteur de documents bizarres et avait beaucoup parlé de Poe. Je m'intéressais moi-même, à cause du décor antarctique, au seul long récit de Poe, l'inquiétant et énigmatique Arthur Gordon Pym. Sur le rivage nu et sur la haute barrière de glace à l'arrière-plan, des foules de manchots grotesques piaillaient en agitant leurs ailerons, alors qu'on voyait sur l'eau quantité de phoques gras, nageant ou vautrés sur de grands blocs de glace qui dérivaient lentement. Utilisant de petites embarcations, nous effectuâmes un débarquement difficile sur l'île de Ross, peu après minuit, le matin du 9, tirant un câble de chacun des bateaux pour préparer le déchargement du matériel au moyen d'une bouée culotte. Nos impressions en foulant pour la première fois le sol de l'Antarctique furent intenses et partagées, bien que, en ce même lieu, les expéditions de Scott et de Shackleton nous eussent précédés. Notre camp sur le rivage glacé, sous les pentes du volcan, n'était que provisoire, le quartier général restant à bord de l'Arkham. Nous débarquâmes tout notre matériel de forage, chiens, traîneaux, tentes, provisions, réservoirs d'essence, dispositif expérimental pour fondre la glace, appareils photo de prise de vue aérienne, pièces détachées d'avions et autres accessoires, notamment 3 petites radios portatives, en plus de celles des avions, qui pourraient assurer la communication avec la grande installation de l'Arkham à partir de n'importe quel point de l'Antarctique où nous aurions à nous rendre. Le poste du bateau, en liaison avec le monde extérieur, devait transmettre les communiqués de presse à la puissante station de l'Arkham Advertiser à Kingsport Head, Massachusetts. Nous espérions terminer notre travail en un seul été antarctique. Mais si cela s'avérait impossible, nous hivernerions sur l'Arkham en envoyant au nord le Miskatonic avant le blocage des glaces pour assurer d'autres approvisionnements. Je n'ai pas besoin de répéter ce que les journaux ont déjà publié de nos premiers travaux. Notre ascension du mont Erebus, les forages à la mine réussis en divers points de l'île de Ross et l'étonnante rapidité avec laquelle le dispositif de Pabodie les avait menés à bien, même dans des couches de roches dures.
notre premier essai du petit outillage pour fondre la glace, la périlleuse progression dans la grande barrière avec traîneaux et matériel, enfin le montage des 5 gros avions à notre campement du sommet de la barrière. La santé de notre équipage terrestre, 20 hommes et 55 chiens de traîneau de l'Alaska, était remarquable, encore que, bien sûr, nous n'ayons pas affronté jusque-là de température ou de tempête vraiment meurtrière. La plupart du temps, le thermomètre variait entre 0 et 20 ou 25 degrés au-dessus, et notre expérience des hivers de Nouvelle-Angleterre nous avait habitués à de tels rythmes. Le camp de la barrière était semi-permanent et destiné à entreposer à l'abri essence, provisions, dynamite et autres réserves. Nous n'avions besoin que de 4 avions pour transporter le matériel d'exploration proprement dit, le 5e demeurant à l'entrepôt caché avec un pilote et 2 hommes des bateaux prêts à nous rejoindre éventuellement à partir de l'Arkham, au cas où tous les autres appareils seraient perdus. Plus tard, quand ceci ne servirait pas au transport des instruments, nous en utiliserions un ou deux pour une navette entre 7 caches et une autre base permanente sur le grand plateau, 6 à 700 milles plus au sud, au-delà du glacier de Birdmore. Malgré les récits unanimes de vent et d'orages effroyables qui s'abattaient du haut du plateau, nous décidâmes de nous passer de bases intermédiaires, prenant ce risque par souci d'économie et d'efficacité. Les comptes rendus par radio ont rapporté le vol stupéfiant de notre escadrille 4 heures d'affilée, le 21 novembre, au-dessus du haut plateau de glace, avec les sommets immenses qui se dressaient à l'ouest et le silence insondable où se répercutait le bruit de nos moteurs. Le vent ne nous gêna pas trop et notre radiocompas nous aida à traverser le seul brouillard épais que nous rencontrâmes. Quand la masse colossale surgit devant nous entre le 83e et le 84e degré de latitude, nous comprîmes que nous avions atteint le Birdmore, le plus grand glacier de vallée du monde, et que la mer glacée cédait alors la place à un littoral montagneux et sévère. Nous étions vraiment cette fois dans l'ultime sud, ce monde blanc depuis une éternité, et au moment même où nous en prenions conscience, nous vîmes au loin à l'orient la cime du mont Nansen, déployant toute sa hauteur de presque 15 000 pieds. L'heureuse installation de la base méridionale au-dessus du glacier, par 87 degrés 6 minutes de latitude et 174 degrés 23 minutes de longitude est, les forages et minages étonnamment rapides et fructueux effectués en divers points lors d'expéditions en traîneau et de vols de courte durée sont du domaine de l'histoire. Comme la difficile et triomphale ascension du mont Nansen du 13 au 15 décembre par Pabodie et 2 des étudiants diplômés, Gedney et Carroll. Nous étions à quelques 8500 pieds au-dessus du niveau de la mer et, quand les forages expérimentaux révélèrent ici et là le sol à 12 pieds seulement sous la neige et la glace, nous fîmes grand usage du petit dispositif de fusion pour sonder et dynamiter dans beaucoup de sites où aucun explorateur avant nous n'avait jamais pensé recueillir des spécimens minéraux. Les granites précambriens et les grès ainsi obtenus confirmèrent notre conviction que ce plateau était de même nature que la majeure partie du continent occidental, mais quelque peu différent des régions de l'Est au-dessous de l'Amérique du Sud, dont nous pensions alors qu'elle formait un continent distinct et plus petit, séparé du grand par un confluent glacé des mers de Ross et de Weddell, bien que Byrd ait depuis réfuté cette hypothèse. Dans certains de ces grès, dynamités et détachés au ciseau après que le sondage en eut révélé la nature, nous trouvâmes quelques traces et fragments fossiles d'un grand intérêt, notamment des fougères, algues, trilobites, crinoïdes et mollusques tels que l'ingula et gastéropodes, tous bien spécifiques de l'histoire primordiale de la région. Il y avait aussi une curieuse marque triangulaire, striée d'environ 1 pied de diamètre, que Lake reconstitua à partir de 3 fragments d'ardoise provenant d'un trou profond d'explosifs. Ces fragments, découverts à l'ouest, près de la chaîne de la reine Alexandra, intéressèrent particulièrement Lake qui, en tant que biologiste, jugeait leur marque mystérieuse et excitante, bien qu'à mes yeux de géologue, elles ne paraissent guère différentes des effets de rides assez courants dans les roches sédimentaires. L'ardoise n'étant qu'une formation métamorphique où une couche sédimentaire se trouve pressée, et la pression elle-même produisant sur toute trace de curieux effets de distorsion, je ne voyais aucune raison de s'étonner à ce point pour une dépression striée. Le 6 janvier 1931, Lake, Pabodie, Daniels, les 10 étudiants, 4 mécaniciens et moi survolâmes directement le pôle sud dans des gros appareils, obligés d'atterrir une fois par un vent brusque et violent qui, heureusement, ne tourna pas à la vraie tempête.
C'était là, comme l'ont rapporté les journaux, l'un de nos premiers vols d'observation. Nous tentâmes, au cours des autres, de relever de nouvelles caractéristiques topographiques dans des zones qui avaient échappé aux précédents explorateurs. Nos vols du début furent décevants à cet égard, bien qu'il nous ait offert de superbes exemples des mirages si fantastiques et trompeurs des régions polaires, dont notre voyage par mer nous avait donné quelques aperçus. Les montagnes lointaines flottaient dans le ciel comme des villes ensorcelées, et tout ce monde blanc se dissolvait en l'or, l'argent et l'écarlate d'un pays des rêves dunsoniens, prometteur d'aventure sous la magie des rayons obliques du soleil de minuit. La navigation était très difficile par temps nuageux, le ciel et la terre enneigés ayant tendance à se fondre dans la fascination d'un vide opalescent où aucun horizon visible ne marquait leurs limites. Nous décidâmes enfin de réaliser notre premier projet d'aller 500 milles vers l'est avec les 4 avions de reconnaissance pour établir une nouvelle base annexe qui se situerait probablement sur la zone continentale la plus petite, comme nous le croyions à tort. Les spécimens géologiques collectés là-bas permettraient d'intéressantes comparaisons. Notre santé jusqu'à présent était excellente, le jus de citron vert compensant efficacement le régime constant de conserve et de salaison, et les températures généralement modérées nous évitant les lourdes fourrures. C'était le milieu de l'été et, à force de soins et de diligence, nous pourrions terminer le travail d'ici mars, échappant à un fastidieux hivernage pendant la longue nuit antarctique. Plusieurs terribles ouragans s'étaient déchaînés sur nous, venant de l'ouest, mais les dégâts nous avaient été épargnés grâce à l'ingéniosité d'Atwood qui avait conçu des abris rudimentaires pour les avions, des coupe-vents faits de lourds blocs de neige et étayait de même les principales constructions du camp. Notre chance et notre efficacité avaient quelque chose de surnaturel. Le monde extérieur était au courant, bien entendu, de notre programme. Il avait appris aussi l'étrange obstination de Lake qui réclamait un tour de prospection vers l'ouest, ou plutôt le nord-ouest, avant notre transfert à la nouvelle base. Il semblait avoir beaucoup réfléchi et, avec une audace tranchante des plus alarmantes, sur la marque triangulaire de l'ardoise, y déchiffrant certaines contradictions entre sa nature et son âge géologique, qui excitaient à l'extrême sa curiosité et le désir passionné de pousser plus loin forages et minages dans la formation occidentale, à laquelle appartenaient évidemment les fragments mis au jour. Il était bizarrement convaincu que cette marque était l'empreinte de quelque organisme volumineux, inconnu et absolument inclassable, hautement évolué, bien que la roche qu'il apportait fût d'une époque tellement ancienne, cambrienne, sinon même précambrienne, qu'elle excluait l'existence de toute vie non seulement très évoluée, mais simplement au-delà du stade des unicellulaires ou, au plus, des trilobites. Ces fragments, ainsi que leur marque singulière, dataient de 500 millions à 1 milliard d'années. L'imagination populaire réagit positivement, je pense, à nos communiqués par radio sur le départ de Lake vers des régions que l'homme n'avait jamais foulées ni découvertes dans ses rêves, encore que nous n'ayons rien dit de ses espoirs fous de révolutionner les sciences en biologie et en géologie. Les espoirs de Lake sont-ils fondés? Ou mettra-t-il au jour un mystère plus grand? Vous le saurez dans le prochain chapitre. J'espère que cela vous a plu. Pour plus de découvertes et de lectures, abonnez-vous et à bientôt.